Une nouvelle de Ken Liu, le journal intime. Le jour de leur 12e anniversaire de mariage, alors qu'elle rangeait la maison, Laura tomba sur un carnet relié cuir dans le tiroir du chevet, sur le côté du lit conjugal que son époux occupait. Sans trop savoir quoi faire, elle prit le petit livre en main. Elle ferma les yeux et l'ouvrit à une page au hasard qu'elle caressa. Elle sentait l'écriture manuscrite gravée dans le papier, des lettres cursives, élaborées, qui traçaient la carte du cœur de son conjoint. Se maudissant tout bas, elle rouvrit les yeux. « Je ne vais pas le lire, juste le parcourir un peu. Ce ne sera pas vraiment fouiné. » Lorsqu'elle le feuilleta à toute vitesse, les lignes d'encre bleue dansèrent comme un dessin animé. Ici et là, ses yeux repéraient un mot ou deux. Dîner, dormir, je ne... dépourvu de sens, hors de tout contexte. Mais il avait aussi réalisé des dessins qui, même entrevus, la marquèrent. Une maison aux fenêtres barricadées avec des planches. Le visage d'une femme, ce devait être elle, à l'expression indéchiffrable. Elle se sentit rougir, tandis que son cœur battait plus vite. Son mari parlait d'elle, et Laurie n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Elle s'avisa soudain qu'il y avait longtemps qu'elle ne se sentait plus proche de lui. Bizarre de s'être ôté cette idée de la tête, de l'ignorer comme le coin en désordre du placard. Il la sortit ce soir-là. Ils se montrèrent l'un envers l'autre d'une politesse exquise au dîner. Comme toujours, désormais, à force d'habitude, elle ne lui toucha pas un mot de ce qu'elle avait déniché. Le lendemain matin, toujours vêtue de sa robe vert citron, Laurie ramassa le quotidien dans l'allée et jeta un regard sur la une. Les lettres de la page se tortillèrent, comme les vers que son mari avait piqués sur leur hameçon la seule fois où il l'avait emmenée pêcher. Chaque fois qu'elle essayait de se focaliser sur un mot, il s'étirait, se déformait et devenait un gribouillis noir incompréhensible. Elle laissa tomber le quotidien, comme s'il lui brûlait les doigts. Les lettres nageaient dans la piscine blanche de la double page. Celles des gros titres allaient chacune de leur côté, telles des requins, alors que celles des articles, les petites, restaient en bande de menus fretins. Puis elles se mirent à sauter de la feuille pour atterrir sur le goudron de l'allée avant de bondir sur la pelouse où elles se mêlèrent à la terre. Il ne resta derrière elles que du papier vierge. Laurie montra le quotidien à son mari et à son fils. « Il m'a l'air tout à fait normal, » dit David. « Tu as la tête qui tourne. » Elle s'efforça d'expliquer avec calme ce qu'elle voyait. « Maman, c'est une façon détournée de parler de ma note d'anglais ?» La voix de Frankie, 11 ans, oscillait entre le mécontentement et l'incrédulité, mais il perdit bientôt tout intérêt pour le sujet. « Oh, et ne mets pas encore une pomme dans mon panier déjeuner, s'il te plaît. » Laurie contempla la boîte de céréales sur la table, des motifs colorés qui tournoyaient sans vouloir se préciser. Elle ne parvint même pas à déchiffrer le logo. Puis elle consulta le calendrier au mur. Les chiffres se muèrent en nouilles molles et collèrent au sol. « Le stress, » estima son mari. « Tu travailles trop. » Il posa sa tasse de café dans l'évier et prit sa veste. « Je vais être en retard. N'oublie pas d'appeler l'exterminateur. » Il essaya de l'embrasser en partant. Elle se déroba. « Je ne blague pas, » dit-elle d'un ton venimeux. Parfois elle se demandait s'il l'entendait. « Je n'arrive plus à lire quoi que ce soit, merde !» Frankie éclata de rire pendant que David la dévisageait. « Navré », ajouta-t-elle. Elle appela son travail, par chance son téléphone avait la fonction vocale. Elle ne pouvait plus lire les noms et les numéros de son agenda pour avertir qu'elle ne venait pas. Un problème aux yeux ou à la tête. Après avoir édifié des piles de livres, de magazines, de quotidiens, de publicités, de brochures religieuses, d'atlas routiers, de dictionnaires, d'encyclopédies, tout le matériau imprimé qu'elle avait trouvé dans la maison, elle s'assit au milieu.
Alors elle s'avisa du nombre de livres qu'elle possédait sans les avoir ouverts. Jadis, elle aimait la poésie et dévorait des ouvrages sur les fourmis, les étoiles, l'histoire, l'amour. Tout ce qui la fascinait et qu'elle voulait connaître mieux. Désormais, elle ne lisait presque plus. Qu'est-ce que son moi de 20 ans plus tôt penserait de ce qu'elle est devenue? Ne plus lire ne constituait qu'un symptôme. Elle avait un travail, un mari, un fils, une maison, et sans qu'elle le sente, l'eau se mettait à bouillir autour d'elle, les petits sacrifices s'enchaînant, et chaque compromis préparant le terrain du suivant. À son issue, sa vie était changée en un long rêve éveillé, et elle ne faisait plus que ce qu'elle voulait d'elle. Elle avait cessé de désirer ce qu'elle n'avait pas. Elle avait arrêté de lire pour son plaisir faute de curiosité intellectuelle, et ça ne lui manquait même pas. Son ancien moi aurait eu honte. Tandis qu'elle ouvrait et contemplait chaque magazine, chaque brochure, chaque livre, les lettres se désolidarisaient de leurs mots et s'amalgamaient en blocs sombres avant de se dissoudre en taches mouvantes. Elle ramassa les piles à pleine brassée et les jeta contre le mur de toutes ses forces. Les livres tombèrent au sol, tels des pigeons, leurs pages blanches battant avec frénésie. Les brochures se posèrent avec bien plus de retenue, à l'image des papillons. Les caractères en pleuvaient comme des graines de sésame, des fourmis noires, des paillettes de mascara. Ils glissaient au fond des crevasses du sol et disparaissaient en laissant derrière eux des pages tout aussi immaculées que de la neige fraîche. Enfin, elle courut dans la chambre, ouvrit d'une secousse le tiroir du chevet et sortit le journal intime de son mari. Elle s'y attendait. Les lignes à l'encre bleue sinuaient sur le papier comme les sillages des escargots dans son jardin. Pas question de les déchiffrer. Maigre consolation, l'encre ne goûtait pas des pages. Elle pleura, à sanglots bruyants, puis en sourdine. À contre-cœur, Laura consulta son médecin, mais il ne lui trouva rien. « Qu'est-ce que vous voyez ?» Il désignait la lettre E en haut du tableau de Snellen, accroché à la cloison. Le E gigota, s'aplatit et dansa sur le mur comme une grenouille. « Une grenouille ?» dit-elle. Le batracien d'encre bondit au bas du tableau, atterrit à ses pieds et sortit du cabinet en sautillant. « Elle est partie maintenant. » Le médecin se pencha pour gribouiller une ligne sur son bloc-notes. Puis il s'éclaircit la voix. « Je ne suis pas le genre de docteur qu'il vous faudrait. » Laura le dévisagea. Il se remit à gribouiller. « Je peux vous recommander quelqu'un si vous voulez. » Elle secoua la tête. « Je ne suis pas folle. Si c'est ce que vous croyez, j'ai simplement perdu la capacité de lire. » Il soupira. S'adossa dans son fauteuil et se massa l'arête du nez. « Bon, je vous parle en tant qu'individu lambda, là. Il y a des jours où moi aussi je ne comprends rien à rien. On a trop à lire de nos jours, l'Internet, les smartphones. Bref, la surcharge d'informations. S'entendre répéter que tout constitue un symbole et signifie autre chose n'est de guère. Il m'arrive de souhaiter pouvoir cesser de lire pendant 2 ou 3 jours et voir le monde tel qu'il est. Ça reviendra peut-être à la normale si vous arrêtez de vouloir tout déchiffrer. » Laurie se retint d'évoquer le journal intime de son mari, de confier qu'elle se sentait jugée, comme si elle était une raseuse à la vie dénuée de valeur, d'expliquer que, la nuit, elle dormait auprès d'un inconnu, un volume impénétrable, opaque, vierge, qu'elle ne comprenait plus. Elle se rappelait le temps où elle lisait en son mari à cœur ouvert, et où il le lui rendait bien. 2 âmes sœurs. Il paraissait si simple de tout partager à l'époque. Chaque rêve paraissait un objectif atteignable et chaque obstacle une nouvelle opportunité. Malgré ses efforts, elle échouait à retrouver cette aura. Il lui semblait relire adulte un livre qui l'avait fasciné enfant. Laurie tâcha d'écouter son médecin, de prendre un mal pour un bien. En règle générale, découvrit-elle, lire ne lui manquait pas.
Elle annula l'abonnement au quotidien. De toute façon, David s'informait sur le net. Elle cessa de se préoccuper de l'ordinateur, plus d'emails agaçants qui essayaient de lui vendre n'importe quoi, plus de ses amis cancaniers sur Facebook qu'elle n'avait pas vus depuis des années, plus de lectures à l'écran qui lui refilaient toujours la migraine. À court de congé maladie, elle piochait désormais dans son temps de vacances et elle s'en fichait. Elle se persuada de sa sérénité, de son bonheur. Durant la journée, elle laissait la télé allumée en bruit de fond, même s'il lui arrivait d'y jeter un regard. Elle la trouvait meilleure maintenant. Plus besoin de lire les bandeaux déroulants ni les alertes infos dont le clignotement incessant finissait par l'épuiser et détourner son attention. À un moment, toutefois, elle tomba sur une femme qui, l'air suffisant, évoquait son nouveau livre, un guide destiné aux femmes trop occupées pour être heureuses. Arrêtez de rejeter la responsabilité de vos problèmes sur les autres. Elle soulignait ses propos de grands gestes. Profitez du moment présent, prenez le contrôle de votre vie, rêvez, soyez extraordinaire. Laurie projeta la télécommande sur le poste et dut faire 3 fois le tour du pâté de maison pour se sortir de la tête l'image mentale où elle se voyait cogner, ce visage souriant. Les livres alignés sur ses rayonnages aux pages blanches, aux couvertures illustrées, sans titre, rappelaient les ouvrages factices des magasins d'ameublement, décida-t-elle. Comme elle n'en avait pas lu un seul depuis des années, ces faux lui auraient servi tout autant. De temps à autre, elle aurait aimé pouvoir parler de ce qu'elle endurait. Mais avec qui? Elle passerait pour folle. Il lui suffisait de fermer les yeux pour se figurer l'expression de ses proches. Non, elle devait se débrouiller seule. Et pas question d'aborder le sujet avec David et Frankie. Comme elle ne voulait pas répéter la crise du premier matin, elle faisait comme si de rien n'était, quitte à leur raconter qu'elle pratiquait le télétravail pendant quelques semaines. Ils ne remarquèrent rien d'anormal, peut-être parce qu'ils ne la voyaient jamais lire, de toute manière. Elle songea à écrire, non, à dicter, un témoignage qui expliquerait combien la vie s'améliorerait si chacun cessait de lire. Il vaudrait bien le guide de l'invité insupportable du talk-show. Parfois, elle guettait son mari du coin de l'œil pour tâcher de le surprendre en train d'écrire dans son journal intime. Au fil des jours, maintenir l'illusion devenait ardu. Laurie ne pouvait plus lire un menu ni déchiffrer les factures du courrier. Elle envoya à un collègue qui fêtait son départ en retraite une carte de vœux électronique lui souhaitant un prompt rétablissement. L'illustration l'avait abusée. Il lui fallait admettre que tout venait du journal intime. Ce devait être la source de ses problèmes et leur solution. Que pouvait-il écrire là-dedans? Il se plaignait d'elle? Il se moquait de sa banalité, de sa petitesse? À moins qu'il ne s'apitoie et estime qu'elle aurait dû consentir à plus d'efforts, montrer plus d'ambition, ou bien il lui reprochait d'être un frein pour lui. Il l'avait peut-être percée à jour, auquel cas il la croyait folle. Sans doute avait-il une liaison? Dans l'esprit de Laurie, ce journal se parait de qualité mythique. Jamais elle n'avait autant voulu lire quoi que ce soit. Elle devait s'efforcer de fixer le texte. D'abord, elle le prit en photo. Le souci pouvait émaner de ses yeux. Les lettres fuiraient-elles son appareil comme elle fuyait son regard? Même si les mots dans les photos apparaissaient figés en plein mouvement, les caractères restaient inintelligibles, tel un alphabet fictif basé sur des gribouillis de têtards. De sa vision périphérique, elle surprit les pages du journal qui tournoyaient de leur plein gré pour se moquer d'elle. Mais quand elle les scrutait de face, elle demeurait inerte. Ensuite, elle décida de les congeler. Si les lettres pouvaient nager, se tortiller, sautiller, le froid les immobiliserait peut-être, permettant leur lecture. Quand elle voulut le fourrer dans le congélateur, le carnet se défendit. Il ruait entre ses mains comme un poisson pour lui échapper. « Rentre là-dedans !»
dit-elle, mâchoire serrée, en tâchant de le renfourner dans l'appareil. Elle en aurait ri ou presque. La scène absurde évoquait un dessin animé, si elle n'avait eu envie de pleurer. Aucun doute, elle perdait la boule. Que va penser Frankie s'il voit sa mère dans un pareil état? Mais elle continua de pousser, comme si sa vie en dépendait. Le journal se mit à crier. Un son entre le bruissement de papier et le chant de cigales, avant de s'ouvrir grand, telle une gueule d'animal sauvage, pour se refermer entre ses mains, qu'il taillada. Laurie hurla sous la morsure des pages et lâcha prise. Le journal resta inerte sur le sol de la cuisine pendant qu'elle suçait le sang sur ses doigts. Sentant le danger, le carnet choisit la fuite. Il déserta le tiroir du chevet. Laurie savait qu'il se cachait quelque part dans la maison, muet, reclus, tandis que d'un jour sur l'autre, le secret de ses pages devenait plus complexe, plus attirant. Elle décida de le traquer. Elle prit un grand saladier qu'elle remplit de colle afin de pouvoir y plonger le journal capturé et piéger les caractères comme sa mère piégeait jadis les mouches avec des bandes adhésives. Sitôt seule, elle lança la chasse. Méthodique, elle inspecta chaque pièce, fouilla le moindre recoin, prête à bondir. Elle tenait une paire de ciseaux. Elle vida les bibliothèques, retourna les tiroirs, répandit par terre toutes les liasses de papier du bureau de David. En jaillirent d'autres lettres, cafards surpris par la lumière du jour. Elle vit les déclarations d'impôts, les relevés bancaires, les ouvrages de référence et les dossiers professionnels de son mari se muer en pages vierges sous ses yeux. Mais elle n'avait toujours pas trouvé le seul livre qu'elle voulait, le seul qui comptait. Puis elle entendit un bruit dehors. Frankie n'était pas censé rentrer si tôt. Elle se précipita dans le hall d'entrée. Son mari se tenait derrière la porte moustiquaire, l'air stupéfait. « Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Elle n'écoutait pas. Elle fixait du regard sa mallette d'où émergeait un coin du carnet relié cuir. Aussitôt elle sortit sur la terrasse couverte et lui arracha la mallette sans tenir compte du cri de surprise qu'il poussait. Elle se saisit du carnet qui s'efforça de se libérer de sa prise en se débattant comme un poulet dont on allait tordre le cou, mais elle tint bon. Il essaya encore de lui taillader la main. Elle le jeta par terre, posa le pied dessus et à l'aide de ses ciseaux entreprit d'en poignarder les pages, d'en découper les lignes bleues fluctuantes. David riait. Elle l'ignora. Il la prit dans ses bras afin de la retenir. Les ciseaux échappèrent à Laurie, tombant avec un bruit métallique sur les lattes en bois. Elle se débattit, lui assénant des coups de poing sur la poitrine, les épaules, les bras, jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Peu à peu, les pages s'immobilisèrent. Il se mit à pleuvoir de grosses gouttes noires qui formaient des flaques remplies de lettres, telles des soupes aux pâtes alphabets. Au loin, elle entendait son mari répéter « Je veux que tu le lises, je t'en prie, lis-le !» Il la serrait fort contre lui, comme il ne le faisait plus depuis belle lurette, comme du temps où il dansait avec un tel abandon que le monde paraissait figé, suspendu dans l'instant d'éternité qu'il partageait. Les lignes bleues sur les pages du journal cessèrent de se tortiller. Elle s'avisa soudain qu'elle les déchiffrait sans mal. J'ignore ce que pense Laurie. Nous devons la décevoir. On ne se parle plus. Comment lui avouer que je déteste mon travail? Parfois elle semble si distante. Les mots devenaient flous, indistincts, mais elle continua de lire, confrontée au mystère de son propre cœur. Le journal intime est une nouvelle de Ken Liu, extrait du recueil La ménagerie de papier,
publié aux éditions Le Bélial. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.